Donc, l'objet de ma présentation aujourd'hui, ça va être la relation ou l'interaction entre la protection de la vie privée et la cybersurveillance. Alors déjà, pour faire court, je vais utiliser le mot surveillance au lieu de cybersurveillance et vie privée au lieu de protection de la vie privée. Je crois que ça va donner un peu plus de fluidité à ma présentation. Donc, cette relation-là, on la conçoit généralement ou presque exclusivement comme une relation qu'on pourrait qualifier de conflictuelle. On voit souvent la vie privée et la surveillance comme deux forces opposées qui tendent dans des directions qui sont différentes. Il faut trouver un équilibre à ces forces-là. Il faut établir une certaine balance, comme si donner à la vie privée revenait nécessairement à prendre à la surveillance ou à l'efficacité de la surveillance, et ajouter de l'efficacité de la surveillance revenait nécessairement à réduire la protection de la vie privée. Cette façon de voir les choses est vraie, est correcte, est valide en plusieurs situations, mais ça va être l'objet de mon propos aujourd'hui. Elle nous offre qu'une partie de la description, de la définition de cette relation entre la vie privée et la sécurité. Pour avoir un portrait plus complet de cette relation, c'est ce que je vais soutenir aujourd'hui, il faut aussi prendre en considération certains cas où protéger la vie privée ne va pas diminuer l'efficacité de la surveillance ou de la cybersurveillance, mais venir augmenter cette efficacité-là, et à contrario, que diminuer la protection de la vie privée va, en certains moments, dans certains cas, diminuer l'efficacité de la surveillance. Donc, c'est un peu une façon contre-intuitive qu'on voit les choses dans le portrait politique contemporain, le discours politique contemporain. On oppose souvent ces termes-là. Je crois que c'est important d'identifier certains cas où, en fait, protéger la vie privée va amener à une meilleure surveillance et donc à une meilleure sécurité. L'exemple que je vais prendre aujourd'hui, un de ces cas que je vais prendre, est tiré de la santé publique et plus particulièrement de la surveillance des maladies infectieuses pour la détection des épidémies de maladies infectieuses. Alors, ça fait déjà un pont, c'est pour ça que je voulais aussi passer en premier avec le panel précédent. Au cours des dernières années, je crois que je ne vous apprends rien si je vous dis que les épidémies de maladies infectieuses ont attiré une attention particulière. On peut penser à l'épidémie d'Ebola des dernières années, le Zika en ce moment. On peut même remonter jusqu'au SRAS au Canada il y a 10-12 ans, le H1N1, H5N7 et toutes les déclinaisons de cette grippe. Ce que ces épidémies-là de maladies infectieuses sont de plus en plus perçues comme des menaces à la sécurité nationale, à la sécurité de l'État, mais aussi à la santé publique. C'est ce qu'on va appeler dans la biosécurité. Or, dans ce contexte de biosécurité-là, on a vu une augmentation des activités de surveillance des maladies infectieuses pour une détection rapide, et c'est là qu'on va parler d'efficacité des systèmes de surveillance, détection rapide de l'émergence d'épidémies de maladies infectieuses. Alors, comment est-ce qu'on conduit cette surveillance des maladies infectieuses? Je vais m'intéresser un peu plus particulièrement au Canada. Alors, pour conduire cette surveillance, cette cybersurveillance des maladies infectieuses, on va devoir donner accès à ces systèmes de surveillance-là, ces dispositifs de surveillance-là, à une somme considérable de renseignements, d'informations, de données, de renseignements personnels et de renseignements personnels sur la santé, surtout. Donc, on retombe ici un petit peu dans cette problématique conflictuelle. Pour augmenter l'efficacité, on doit nécessairement réduire la protection à la vie privée, la protection de renseignements personnels sur la santé. Là. En même temps, l'accès à ces renseignements personnels-là, ces renseignements personnels sur la santé, est contrôlé. Au Canada, on a un ensemble de lois, de règles générales, de principes fondamentaux qui vont venir gouverner la manière dont les autorités publiques peuvent collecter, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sur la santé. Un des exemples, un des principaux principes fondamentaux est celui du consentement, évidemment. Si on veut collecter ou utiliser vos renseignements personnels, on va devoir obtenir votre consentement éclairé dans plusieurs des cas. Une autre des règles générales à ça, c'est qu'on va devoir utiliser des renseignements que pour les fins pour lesquelles on les a collectés. Donc, on ne va pas réutiliser des renseignements personnels autres que pour les fins pour lesquelles on les a initialement collectés. Donc, en théorie, je dis bien en théorie, on ne pourrait pas
collecter et utiliser vos renseignements personnels sur la santé pour des fins de surveillance et de détection des épidémies si vous n'avez pas expressément consenti à cette collecte-là, et que cette collecte-là mène à une surveillance. Évidemment, en pratique, ce n'est pas du tout comme ça qu'on procède. Soumettre les activités de surveillance de la santé au principe de consentement poserait des problèmes tant sur le plan logistique, comment on obtiendrait ce consentement-là pour tout le monde qui est sur le territoire canadien, comment on ferait ça, mais aussi d'un niveau plus opérationnel. Si plusieurs personnes refusent de donner leur consentement, comment est-ce qu'on va conduire une surveillance des maladies qui soit efficace? Pour qu'une surveillance des maladies soit efficace, qu'on détecte bien les épidémies, on va avoir besoin de plusieurs renseignements, des renseignements complets, des renseignements de qualité. Donc, si trop de personnes ne consentissent pas à donner leur renseignement personnel, on va avoir un problème d'efficacité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe en pratique au Canada si on a, avec ces lois-là? Donc, on a utilisé deux outils, j'ai envie de dire, juridiques principaux. L'outil de l'exception et l'outil de l'obligation de déclaration. Donc, l'exception. Dans les lois de protection des renseignements personnels et aussi dans les lois sur la santé publique, il y a un certain nombre d'exceptions qui existent, qui vont permettre aux autorités de santé publique de collecter, de manière indirecte, on va dire, vos renseignements personnels et de les utiliser ou de les réutiliser pour des fins de surveillance épidémiologique. Il y a aussi l'outil de l'obligation de déclaration, donc les fameuses maladies à déclaration obligatoire, ou si vous êtes diagnostiqué avec une certaine maladie qui apparaît dans la liste des maladies à déclaration obligatoire, vous avez une obligation de rapporter ce diagnostic-là aux autorités publiques. Ça peut être vous, dans certaines juridictions, ça va être le médecin, en certains cas même les directeurs de laboratoire ou vous êtes employeur si justement vous travaillez dans un certain laboratoire. Donc, on arrive ici, encore une fois, à cette idée du conflit. Pour conduire une surveillance qui est efficace, il faut nécessairement porter atteinte en certains cas, créer des exceptions, créer des obligations qui vont court-circuiter les principes généraux, les règles fondamentales en matière de protection des renseignements personnels sur la santé. Cette manière de fonctionner marche bien, mais elle néglige un coût assez important et un coût que je considère qu'il faut prendre en considération. Une variable, en fait, plus précisément, qu'il faut prendre en considération, c'est celle de la confiance. La variable de la confiance des patients envers leurs médecins, mais aussi du public envers les autorités de santé publique, justement. Alors, c'est déjà un problème, si on suit les témoignages de plusieurs experts dans le domaine médical, le fait que les renseignements personnels sur la santé sont extrêmement sensibles, il y a déjà un problème d'aller chercher ces renseignements-là auprès des patients. Les patients vont retenir certaines informations, puis je pense qu'on peut tout un peu s'identifier à ça. Quand on va au médecin, on n'est pas complètement transparent, on ne dit pas tout, on va retenir un certain nombre d'informations, cacher des symptômes ou des détails qu'on juge peut-être un peu trop gênants. Alors, ce que plusieurs commentateurs dans le milieu de la santé on fait comme mise en garde, c'est-à-dire si on continue cette tendance-là à trop porter atteinte à la vie privée en matière pour des fins de surveillance de la santé publique, on risque d'accélérer ou d'accroître cette tendance-là auprès des patients, des membres du public, à retenir certaines informations, à ne pas dire toute la vérité, à cacher certaines choses. Et pas par mauvaise volonté nécessairement, juste parce que des fois, on les trouve un peu trop personnelles, un peu trop sensibles, un peu trop gênantes. Donc, à long terme, ce qu'on court comme risque, ça va être d'avoir moins accès, d'avoir une moins bonne capacité d'extraire des informations qui sont complètes, qui sont véridiques, qui sont de bonne qualité pour la surveillance des maladies infectieuses. Donc, on arrive à une situation ici où, si on en croit ces témoignages d'experts-là, on pourrait à long terme arriver dans une situation où, en diminuant la protection de la vie privée, offerte à la vie privée aux renseignements personnels sur la santé, on va aussi diminuer l'efficacité des systèmes de surveillance parce qu'ils vont opérer avec des informations qui ne sont pas complètes, qui ne sont pas véridiques. Donc, on se distance déjà, on arrive déjà dans une situation où on remet en question ce modèle de l'équilibre ou des vases communicants. Mais là, on est dans une situation qui n'est pas souhaitable, où on aurait encore moins de protection pour les renseignements personnels, et encore moins d'efficacité. Cette situation-là, même si elle n'est pas souhaitable, elle ouvre la porte à réfléchir cette relation entre la surveillance et la protection de la vie privée d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière
où la vie privée et la surveillance vont dans la même direction, et donc ouvre la porte à une réflexion de comment on pourrait élever les deux, c'est-à-dire arriver à, si ce n'est pas une relation nécessairement inverse, à faire plus de vie privée et une surveillance plus efficace. C'est un peu le problème ou l'hypothèse de départ que je m'étais donnée pour mon projet doctoral. Donc, ce que je veux faire, c'est simplement vous offrir les principaux éléments, en allant très vite, de la solution que j'ai trouvée dans mon doctorat, que je crois avoir trouvée, à cette problématique-là, et de voir comment on pourrait conduire une surveillance ou une cybersurveillance des maladies infectieuses qui serait plus efficace et plus respectueuse du droit à la vie privée, et donc de mettre au rencard ce problème de l'équilibre ou de la balance entre ces deux impératifs-là. Le premier élément de réponse ou de solution que j'ai, c'est l'utilisation de systèmes de surveillance qu'on appelle des systèmes de surveillance syndromiques. Alors, c'est des systèmes qu'on utilise de plus en plus au Canada, bon, pas tant que ça, aux États-Unis pas mal plus, en Europe aussi. Alors, qu'est-ce que la surveillance syndromique? C'est une surveillance de syndrome. Ça ne nous avance pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'un syndrome? Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. C'est un ensemble de signes avant-coureurs d'une maladie. Donc, les systèmes de surveillance, les dispositifs de surveillance syndromique vont s'intéresser aux signes avant-coureurs d'une maladie. Va s'intéresser à la phase prodromique d'une maladie. Donc, c'est une surveillance qui intervient très rapidement, très tôt, et qui va donc être particulièrement efficace. Je ne vais pas faire une revue de littérature ici, mais il a été démontré par un nombre conséquent en fait, d'études scientifiques et empiriques que les systèmes de surveillance syndromique sont capables de détecter l'émergence d'une épidémie environ de 1 à 2 semaines plutôt que les méthodes traditionnelles d'épidémiologie, par exemple la déclaration de maladie obligatoire ou la surveillance épidémiologique qu'on fait normalement avec des données qui sont une fois que le patient a déjà vu un médecin. Donc, une surveillance très efficace, 1 à 2 semaines de détection à avance, qui est non négligeable en termes de sécurité et de surveillance et d'efficacité de la surveillance. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas plus? Et il y a deux éléments de réponse à ça. Le premier, c'est que c'est une technologie relativement récente, une dizaine d'années environ, donc qui prend du temps avant d'être implantée un peu partout. Et dans un deuxième temps, c'est que c'est une technologie qui a un risque particulièrement élevé d'atteinte à la vie privée. C'est des dispositifs de surveillance qui vont utiliser des renseignements qui ne sont pas utilisés normalement en épidémiologie traditionnelle, comme les ventes en pharmacie de certains médicaments, les taux d'absentéisme à l'école, les taux d'absentéisme au travail, les rapports en salle d'urgence, les rapports de triage en salle d'urgence. Donc, il y a un potentiel d'atteinte à la vie privée qui est assez important. Puis là, dans une certaine mesure, dans mon projet, je revenais à la case départ. Encore cet équilibre. Pour être encore plus efficace, il faudrait encore plus porter atteinte à la vie privée. Donc, comment sortir de cette impasse-là? Donc, ce que j'ai fait plusieurs choses, mais la chose qui a marché, c'est d'aller voir quelle information que ces systèmes-là vont traiter qui va les rendre le plus efficaces et sous quel format est-ce que ces renseignements-là doivent être donnés au système de surveillance. Le type de données qui est le plus efficace, c'est celui des rapports en salle d'urgence, les rapports de triage en salle d'urgence. Ça, c'est la réponse à la première question. La réponse à la deuxième question, comment est-ce qu'on doit les présenter au système de surveillance? Eh bien, il va fonctionner à partir de renseignements. Il va être capable d'opérer de manière très efficace à partir de renseignements personnels qui ont été, même une fois, qui ont été dépersonnalisés. Alors, la dépersonnalisation, c'est qu'on prend un renseignement personnel, on enlève certains identifiants directs ou indirects pour qu'on soit plus capable d'identifier la personne. Alors, pourquoi est-ce que cette surveillance-là peut opérer à partir de renseignements qui ont été dépersonnalisés? Alors, dans un premier temps, comme je l'ai dit, c'est une surveillance qui s'intéresse à des syndromes et puis à l'apparition de ces syndromes-là au niveau géographique. Donc, ce qu'il y a de besoin, c'est de la géolocalisation et des symptômes, des syndromes. Il n'y a pas grand-chose à faire avec des identifiants personnels, le nom des personnes, tout ce genre de choses-là. La deuxième raison pour laquelle on peut utiliser des renseignements qui ont été dépersonnalisés, c'est les progrès importants dans ce domaine-là au cours des dernières années. Il y a plusieurs années, au début de cette technologie-là, on était plus réticent à l'utilisation de la dépersonnalisation parce qu'il était souvent possible de réidentifier les personnes à partir des datasets qui avaient été dépersonnalisés. Alors, une des techniques les plus connues
de dépersonnalisation et les plus effectives a été développée par une professeure au Data Privacy Lab de Harvard qui s'appelle Tanya Sweeney et qui a été ensuite appliquée au domaine de la santé, ou transformée pour être applicable au domaine de la santé par un docteur canadien qui s'appelle Khaled El-Imam. Alors, ce que cette technique-là permet de faire, c'est une technique de généralisation des identifiants personnels et directs et indirects qui respecte le critère de la key anonymity. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une technique qui permet de dépersonnaliser les renseignements de manière très efficace, de réduire, de complètement supprimer l'identité de la personne, de réduire au maximum les risques de réidentification des personnes à partir des datasets, ou des individus ou des clients, et de conserver une valeur informationnelle assez importante pour qu'on puisse conduire des activités de surveillance qui soient efficaces. Donc, on commence déjà à avoir une partie de la réponse, une partie de la solution à ce faux dilemme-là, en tout cas, dans certains cas, ce faux dilemme-là entre la sécurité et la protection de la vie privée. Alors, ce qu'il fallait voir après, c'est est-ce que c'est possible d'utiliser ces renseignements-là pour la surveillance syndromique en pratique, pas juste en théorie, et est-ce que c'est possible de désanonymiser, dépersonnaliser en temps réel, parce que la surveillance syndromique, j'ai peut-être omis de le dire tout à l'heure, mais opère en temps réel, c'est-à-dire en temps continu, au fur et à mesure que les informations lui sont données. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui permettent l'anonymisation, la dépersonnalisation selon les techniques que j'ai décrites en temps réel et qui sont applicables aux informations qui sont données en salle de triage, dans les salles d'urgence. Et il y a plusieurs exemples aussi, ou en tout cas quelques exemples qui montrent qu'on peut utiliser ces informations-là sans diminuer l'efficacité des systèmes de surveillance. Il y a un exemple canadien qui a été mené en Ontario de surveillance syndromique par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée avec l'Université Queen's et un certain nombre d'hôpitaux dans la région de Kingston. Et ce projet-là a fonctionné à partir de renseignements qui ont été dépersonnalisés selon la technique que j'ai décrite, et il n'y a pas eu de diminution de l'efficacité de la surveillance. Donc cet exemple-là est extrêmement important, en tout cas selon moi, parce qu'il nous montre que c'est possible d'augmenter cette protection de la vie privée, ou en tout cas de ne pas la sacrifier, de continuer à nourrir la confiance du public ou des patients envers le système de santé, donc parce qu'on ne porte pas atteinte à leur vie privée, sans sacrifier d'efficacité et au contraire en l'augmentant, parce que la surveillance syndromique est encore plus efficace que ce qu'on fait en ce moment. Donc, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a certains cas, peut-être pas tous les cas, mais il y a certains cas, comme ce cas-là, où la vie privée, ou la protection de la vie privée, la conduite d'activités de surveillance ou de cybersurveillance ne sont pas en conflit, ne sont pas opposés. Et qu'il faudrait donc arrêter, comme on le fait souvent, de tout de suite voir, de tout de suite comprendre cette relation-là comme une relation conflictuelle. Il y a certains cas où cette relation-là peut être harmonieuse, peut être synergique, donc c'est possible d'augmenter la vie privée en augmentant la surveillance et la sécurité. C'est donc possible d'être plus libre dans une certaine mesure parce qu'on a encore plus de vie privée et plus en sécurité parce qu'on a une surveillance qui est encore plus efficace. Donc, je crois que c'est important de faire les efforts, d'identifier ces cas-là et de trouver des solutions qui peuvent être nouvelles, créatives, ou d'utiliser les nouvelles technologies, pas seulement pour dire qu'on peut encore plus porter atteinte à la vie privée, ce qu'on entend souvent, mais aussi pour mieux la protéger. Voilà, je vous remercie infiniment.